il m'a paru intéressant d'ouvrir une série d'articles sur l'histoire contemporaine des dessous. Entendons par contemporaine une époque qui va de la fin du XIXe siècle à nos jours. Dans un bloc dédié au bas nylon, il est bien évident que s'il peut en constituer l'épine dorsale, il n'est jamais seul. Il entraîne dans son cortège une série d'accessoires qui sont ses cousins, un festin sensuel qui ne peut se concevoir sans les entrées et les desserts. Le nom générique qui les désigne est dessous, tout en situant leur place réelle dans la succession vestimentaire. Il m'a également paru intéressant de rechercher dans la presse quotidienne quelques articles ou publicités dans lesquels ils apparaissent, les replaçant dans le contexte d'une époque ou d'une autre. Nous nous arrêterons surtout aux sous-vêtements que l'on porte pour sortir, ceux qui se dévoilent lors du déshabillage, ceux qui sont l'apanage de la femme. Pendant des siècles, les dessous ont peu évolué. Ils remplissaient la fonction qui leur est attribuée, cacher pudiquement certaines parties du corps, tenir chaud, ou les deux à la fois. Chez le peuple qui ont acquis un certain degré de civilisation, un troisième phénomène se greffe, il assume une certaine coquetterie. Même s'il est invisible, il assure un modelage du corps, le corset en est une évidente démonstration. Tout est dans l'air du temps, on veut se présenter sous tel ou tel critère, on en arrive à la mode. Sous la morale judéo-chrétienne, le pouvoir de suggestion devient très fort, on ne montre rien ou pas grand-chose, mais on donne l'envie d'en savoir plus. Les dessous attisent cette envie de découverte, essentiellement pour le sexe dit fort. Ironiquement, on n'est pas loin de certains comportements que l'on retrouve chez certains animaux. La femelle se pare de 1000 atours pour séduire le mâle. À la fin du XIXe siècle, les dessous n'ont pas encore conquis tout le monde, ils sont adoptés par une certaine catégorie de personnes, le plus souvent à partir d'un milieu plus ou moins aisé. C'est presque normal, la révolution industrielle n'a pas encore procuré un certain train de vie à tout le monde. Alors les dessous qui en principe ne se voient pas, ne sont pas jugés comme indispensables, on pense d'abord à manger ou payer son loyer. Bien évidemment les dessous existent, mais se résument à ce que l'on connaît encore de nos jours en version expurgée. Pour la femme, le choix est surtout mis en musique par le corset qui assume à peu près l'intégrale des besoins de la condition féminine, maintenir le ventre et la poitrine et éventuellement moduler le corps. Il commence après des siècles de domination d'être remis en cause, plus assimilé à la torture qu'une véritable nécessité. Il existe même des cache-corsets, il fallait bien titiller encore un peu plus le regard des hommes. Il y a bien sûr le bas qui couvre la jambe, c'est une obligation qui souffre peu d'exceptions, même aller prendre un bain à la mer jambes nues en soulevant le bas de sa robe frise l'indécence. Les robes sont tellement longues que le problème est résolu dans la plupart des cas. Depuis des siècles ce bas est tenu par une jarretière qui se résume parfois à un simple ruban que l'on serre autour du bas. La jarretelle existe, invention attribuée à Féréole de Dieu en 1876, mais elle n'est de loin pas encore fixée systématiquement au corset. Ce n'est qu'à partir des années 30 que l'on peut considérer la jarretière comme anecdotique. La culotte et parfois une camisole figurent dans l'assortiment. On est très loin du string d'aujourd'hui quand on parle de culotte, pensez à l'expression culotte de grand-mère, cela vous donne une juste idée de la chose. La liseuse est un sous-vêtement d'intérieur proche parent de la robe de chambre. Le jupon fait aussi partie des accessoires, c'est peut-être lui qui a le plus enflammé jadis l'esprit masculin. Le thème revient très souvent dans les vieilles chansons de folklore. Il a la saveur de la vision friponne permise accidentellement, mais pas tout à fait improbable. Montrer son jupon pouvait être considéré comme une invitation. Quand j'étais jeune, on disait encore couramment d'une dame dont on voyait un bout de jupon ou de combinaison dépassée de la jupe ou de la robe, qu'elle cherchait un mari ou un amant. Le soutien-gorge qui existe depuis l'Antiquité, n'a pas encore sa forme définitive actuelle. Il s'agit souvent d'un bandage en riz qui maintient les seins. On sait que des conceptions très proches de celles d'aujourd'hui existaient déjà au XIVe siècle. Son apparition définitive en version moderne se situe juste après 1900. Vers 1900, la femme n'est pas tellement différente de celle d'aujourd'hui dans l'art de s'habiller, elle veut être belle, coquette, et surtout le montrer.
La grande différence, ce sont les moyens dont elles disposent en relation avec ce que la décence permet. On parle beaucoup de femmes portant un foulard actuellement, mais en 1900 dans la rue, on ne voit que le visage de la femme dans les beaux quartiers. Il est évident qu'à cette époque, avoir un visage disgracieux ne permettait pas tellement de se mettre en valeur en usant d'artifices. Tout au plus elle pouvait afficher une belle silhouette et des vêtements de luxe si elle en avait les moyens. Ceci concerne en premier lieu une certaine classe de la bourgeoisie, la femme qui fréquente les lieux plus populaires est un rien plus décontracté, elle ne s'affiche pas forcément avec un chapeau et un manteau, ses cheveux sont libres, ses bras en partie visibles s'il fait chaud. Chacune a son territoire, on ne se mélange pas volontiers. La femme de la belle époque qui s'habille se soumet à un cérémonial plutôt compliqué. On peut s'imaginer ce qu'il serait advenu à la femme réveillée en pleine nuit par l'incendie de sa maison et qui veut la quitter en toute dignité. Elle enfile chemise, corset, cache-corset, bas, jarretière, jarretelle, une sorte de pantalon qui en se raccourcissant deviendra la culotte, un jupon de dessous, un de dessus, remplacé plus tard par la combinaison. C'est la version intégrale, elle peut être simplifiée par certaines dames, mais ne croyez pas que c'est la règle la plus courante. C'est un des paradoxes de la mentalité féminine d'alors, elle se soumet volontiers à son rituel d'habillement, mais d'un autre côté elle réclame son émancipation, chose que le mâle rechigne plutôt à lui accorder. On a vu de beaux exemples à la cour des rois de France de femmes qui savaient être égales, même supérieures à l'homme. Ceci dans bien des domaines, la littérature, l'art, il n'y a guère que la chose militaire qui leur échappe et encore. À travers les premiers mouvements féministes, la femme décide de prendre son destin en main et le revendique. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela se fera et malgré le mépris masculin, elles y parviendront plutôt bien. Les prémices de cette révolution une fois entamée, ce n'est pas tellement le droit de vote qu'elles réclameront le plus fort, mais la mise au rencard du corset. Dans le prochain chapitre, nous verrons les pour et les contre de cette révolution, les arguments, tout en soulevant les robes pour voir visuellement ce qu'il y a dessous. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.